en leur inculquant la haine pour être bien sûr que cette haine va passer à la génération suivante. Toute ma famille est partie en Israël du Maroc. J'y étais au moins une dizaine de fois. J'ai vécu avec eux. Donc, dans la petite classe moyenne, je connais leurs problèmes, je parle assez bien l'hébreu pour comprendre ce qui se passe. Parce que alors là, pour inculquer la haine, je pense qu'il n'y a pas mieux que les Israéliens pour inculquer la haine. Ah, et on reviendra à chaque fois que tu dédicaceras un livre. À chaque fois, ça te collabore. Eh, les capots pendant la Shoah, ils n'avaient pas le choix. Toi, t'as le choix, espèce de... Jacob Cohen, qui est un Français juif marocain, dont nous vendons le livre, là, Le Printemps des Sayanim, et qui est typiquement ces juifs marocains qui sont très antisionistes parce qu'ils reprochent à Israël ce qu'ils ont fait finalement aux juifs marocains. Il faut savoir que les juifs marocains vivaient très bien au Maroc, en bonne intelligence avec leurs frères, on va dire leurs frères berbères, parce que finalement ils étaient de la même... qu'ils soient musulmans ou juifs, ils étaient de la même ethnie et ils vivaient depuis des siècles ensemble. Et en fait, l'État d'Israël, qui est une création, je le rappelle, de juifs ashkénazes russes, hein, a tout fait, parce qu'ils avaient besoin, dans une logique de classe, puisque là il faut étudier la thèse d'Abraham Léon sur ce que c'est qu'un peuple classe, comme ils avaient besoin de prolétaires et de sous-fifres, ils se sont battus à mort par une propagande, je parle des juifs ashkénazes russes qui ont pensé Israël, ils ont tout fait pour que finalement les juifs séfarades du Maghreb, qui ne sont pas des juifs séfarades, mais des juifs maghrébins, des juifs arabes, on va dire, que les juifs arabes du Maghreb émigrent en Israël. Ce que beaucoup ont fait. Et ils ont compris finalement, après des années et des années, que finalement ils étaient des Marocains à part entière au Maroc qui vivaient très bien au milieu de leurs frères musulmans, et que finalement en Israël, ils ne sont pas retrouvés des citoyens israéliens, mais les sous-fifres de leur supérieur ashkénaze. Et il y a des tas d'exemples comme ça, notamment de gosses qui ont été vendus parce qu'ils étaient séfarades, c'est-à-dire en réalité juifs maghrébins, qui ont été vendus pour des expérimentations pharmaceutiques par le pouvoir juif, russe, ashkénaze, israélien, vendus au laboratoire pharmaceutique pour les empoisonner, pour des expériences, effectivement, pour des labos pharmaceutiques américains. Et c'est des drames terribles. Il y a en réalité, à l'intérieur de l'État d'Israël, un mépris racial des juifs ashkénazes pour les juifs séfarades. Et ce qui est d'ailleurs assez étrange, c'est que les plus sionistes en France sont les petits juifs séfarades issus de la, comment dirais-je, de la perte de l'empire colonial et issus de la fatalité du décret Crémieux. Ce sont en général les plus sionistes, alors qu'en fait les sionistes historiques et authentiques, qui sont des ashkénazes russes, les prennent pour de la merde, les prennent pour des arabes et les méprisent. Hein. C'est assez ambigu. Et Jacob Cohen, qui a vécu toute cette histoire dans sa chair et dans sa famille, est très antisioniste parce qu'il reproche beaucoup à ces juifs sionistes russes ashkénazes leur mépris et leur manipulation de ces juifs maghrébins, notamment marocains, dont ils ont fait le malheur. Et il est très antisioniste. Et en fait, il le proclame. Et il s'est fait récemment, lui qui est juif marocain, agressé par la LDJ. Alors la LDJ, maintenant, il vitriole plus et casse plus la gueule comme il le faisait avec moi en 2004, parce que le rapport de force ayant évolué, leurs supérieurs hiérarchiques, parce qu'ils sont intégrés au système comment dirais-je, de communautaire juif, hein, ils ne sont pas du tout à la marge, ils sont encadrés par des militaires israéliens, et ils répondent en dernière instance aux directives du CRIF, et on leur a conseillé, compte tenu de l'évolution du rapport de force, pour ne pas mettre en danger les juifs de banlieue, parce qu'il y a des juifs en banlieue qui vivent au niveau des maghrébins, au milieu des maghrébins et des musulmans, de faire des agressions symboliques. Donc maintenant, ils mettent des drapeaux français, ce qu'ils ne mettaient jamais avant, et ils agressent avec de la farine et des choses comme ça. Alors qu'avant, ils cassaient les gueules. J'ai moi-même été ratonné 2 fois par la LDJ, je le rappelle. À l'époque, ils ne prenaient pas de gants. Ils ont simplement ratifié l'évolution des rapports de force. Donc ils ont humilié ce monsieur Jacob Cohen, qui signait son livre d'ailleurs dans le bar de Karim Achoui, voilà, parce qu'en le traitant de capot et de collabo. Ces petits cons qui ne comprennent rien à l'histoire, rien au sionisme, rien au judaïsme, rien à ce que c'est que les juifs du Maghreb, et où aujourd'hui qui en sont à un tel point de délire schizophrénique et de stupidité, que finalement leurs actions consistent à agresser un vieux juif. Voilà, on en est là aujourd'hui. Hein, voilà, où finalement cette double éthique a amené finalement
je dirais, à une schizophrénie, ou qui est vraiment cette maladie mentale où à un moment donné, finalement, ils se frappent eux-mêmes. Hein, voilà. C'est très intéressant à comprendre, et c'est très intéressant à analyser à travers l'éclairage du bouquin de Gilad Atzmon que nous venons d'éditer, hein, dont le sous-titre est « Anatomie du peuple élu », et le titre « Quel juif errant ». Voilà, parce que lui, Atzmon, qui est un juif israélien, fait tout le travail d'introspection, qui n'est pas de la haine de soi, mais d'introspection, pour comprendre toutes les contradictions mortelles qui sont aujourd'hui à l'intérieur de la, comment dirais-je, de la conscience juive, juive sioniste. Et lui, ce qui est intéressant, c'est sa conclusion, est la même que la mienne. Il dit que finalement, le pire, ce ne sont même pas les juifs de droite racialistes, mais les pires, ce sont soi-disant les antisionistes de gauche tribalistes, hein, c'est-à-dire dont le champion est pour moi monsieur Chomsky. Voilà. Et Gilad Atzmon arrive aux mêmes conclusions que moi sur ce sujet très, très complexe et très subtil, qui rejoint toutes les questions dont on vient de parler là. Hein, voilà. Donc, soutien à Jacob Cohen, dont nous vendons le bouquin Le Printemps des Sayanim, que les petits jeunes de la LDJ, qui sont très souvent d'ailleurs des juifs arabes, de la petite bourgeoisie, se posent des questions sur à quoi mène finalement leur combat, qui consiste finalement à aller brutaliser des vieux juifs, quand même assez catastrophique, quand une communauté finit par se découvrir que son ennemi est elle-même, hein. Et que les gens qui veulent essayer de s'en sortir par le haut s'intéressent à ce que je dis et lisent, après avoir lu Israël Shahak, et après avoir lu Israël Shamir, et après avoir lu Bernard Lazare, qui lisent le dernier bouquin de Gilad Atzmon, dont je ferai la promotion ailleurs, et que nous coéditons et que nous vendons sur Contre-Culture. Voilà. Le Conseil constitutionnel a donc décidé de censurer la loi qui punit la contestation du génocide arménien. Le Conseil juge que cette loi est finalement une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression. L'article 11 stipule que la liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Pour les sages donc, interdire la négation publique d'un génocide va à l'encontre de la liberté d'expression, un droit qui touche à l'essence même de la démocratie. Donc, comme on s'y attendait, et comme le redoutait Sarkozy, qui a voulu faire passer une loi d'interdiction, de négation d'un génocide de personne en France n'a rien à foutre, dont les Français ne sont pas partie prenante et qui nous mettait à dos la Turquie inutilement, qui était non pas cette reconnaissance du génocide arménien, mais le fait que la négation du génocide arménien était punie en France de prison, j'avais dit prison avec sursis, non, c'est prison ferme, 1 an de prison ferme et 45 000 € d'amende, ce qui était absurde. Et le Conseil constitutionnel vient de retoquer cette loi absurde en disant que c'est une atteinte à la liberté d'expression et de pensée en France, ce qui est, voilà, c'est un des fondamentaux de la République que, soi-disant, tout le monde défend alors que tout le monde la bafoue, et que ce n'était pas aux législateurs de dire l'histoire. Alors, le naïf se dira, donc ça abroge aussi la loi Guesso. Parce que la loi Guesso, c'est exactement ça. Hein. C'est interdire la liberté d'expression et de penser sur un sujet, et c'est le législateur qui dit l'histoire sous peine de prison et d'amende. Et alors là, on a à un moment donné des menteurs professionnels, hein, je ne vais même pas dire les noms, mais des gens dont le rapport à l'autre et le rapport au monde est le mensonge intrinsèquement, qui vous disent oui, non, mais ça n'a rien à voir, parce que la loi Guesso, elle, est accolée à Nuremberg. Le Parlement français n'a jamais reçu de la Constitution le pouvoir de dire tel fait historique a eu lieu à tel moment dans tel pays. La série des lois mémorielles depuis longtemps, pose un problème aux juristes. Et moi, ma position a toujours été constante. Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire l'histoire. La loi Guesso, ce qu'elle interdit, c'est la remise en cause du jugement rendu par le tribunal de Nuremberg. 13 000 qui étaient des Juifs de France. Donc la France, à cet instant, est liée par le respect qu'on doit à l'autorité de la chose jugée à Nuremberg. Donc, l'interdiction de remettre en cause le jugement de Nuremberg est une interdiction qui repose sur le respect dû à l'autorité de la chose jugée. Alors, comme moi, j'ai un sens très grand de l'abstraction, de la déduction et de la pédagogie, on est en train de dire
en disant que la loi Guesso n'est pas touchée par l'anticonstitutionnalité de la loi sur le génocide arménien, qu'en fait, ce n'est pas aux législateurs, c'est-à-dire aux politiques de dire l'histoire, mais par contre, la loi Guesso, elle, est valide parce que c'est Nuremberg, c'est-à-dire un tribunal militaire. C'est-à-dire que ce que nous vend aujourd'hui un escroc comme Klarsfeld, c'est que finalement, ce n'est pas aux politiques et aux législateurs de dire l'histoire pour le génocide arménien, mais par contre, le militaire, lui, a le droit de lire l'histoire, hein. L'armée a le droit de dire l'histoire pour le génocide juif. Or, dans la hiérarchie de l'incompétence et de l'invalidité et de l'absence de sérieux historico-universitaire, il me semble, moi, que le militaire est encore au-dessus du politique. Hein. Ce qui veut dire que, si je veux bien résumer, le génocide arménien, on n'a pas le droit de criminaliser sa négation parce que le politique n'a pas à dire l'histoire, mais par contre, on peut criminaliser celui qui veut discuter de la réalité historique de la séquence 33-45 quant au génocide juif, mais ça, on n'a pas le droit d'y toucher, parce que si le politique n'a pas le droit de l'histoire, le militaire, lui, a le droit de la dire. Voilà. Hein. Donc il faut savoir aujourd'hui que le politique n'est pas un historien sérieux, mais le militaire, lui, oui. Voilà, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation à la fois absurde, grotesque, qui bafoue l'intelligence, comme je dis toujours, le logos et la République. Et la question, c'est combien de temps va-t-on encore tenir sur ce cirque, cette mascarade qui insulte l'intelligence, la logique, l'histoire et la République. Voilà. Et la réponse est combien de temps va encore durer cette domination obscène, communautaire sur la France. Voilà, c'est la même question. Voilà. En fait, il faut être conscient du moment historique qu'on est en train de vivre. On est sans arrêt empêtré dans des vieux concepts. L'un des vieux concepts, c'est la notion d'ultralibéralisme. Mais la façon dont l'argent est fait maintenant n'est plus libérale. C'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, qui est un mécanisme étatique, distribue de l'argent aux banques, et les banques ensuite reprêtent cet argent aux États, qui elles-mêmes prélèvent des impôts qui permettent d'extraire de l'argent des populations. C'est plus le libéralisme, c'est un nouveau système. Je veux dire, ce qui se passe actuellement en Grèce, c'est la destruction de la démocratie par l'Europe. Et comme le mécanisme est très général, comme le processus de destruction se fait comme dans les naissances du fascisme et du nazisme, en fait, au-delà de l'agitation populaire, etc., par en haut, je veux dire, c'est un complot des élites, je dois être un complotiste, en fait, dans un sens, un complot des élites, je pense qu'on peut commencer à spéculer sur l'intérêt du concept d'eurofascisme. Alors Todd, là c'est bien parce qu'on change un peu de sujet, est un des meilleurs analystes et un des plus courageux sur le côté dévastateur sur le plan social du processus mondialiste dont l'Union européenne est un des vecteurs et un des relais, et un qui ose de façon la plus courageuse à l'intérieur des médias, parce que je fais largement aussi bien que lui, mais moi en dehors, j'en ai été chassé. On verra d'ailleurs pourquoi lui n'en est pas chassé, peut-être. Il fait un très bon travail pour dire effectivement que l'Union européenne est une catastrophe, que l'euro n'est pas viable et qu'il va falloir en sortir. Et quelque part, il fait l'apologie d'un protectionnisme raisonné. Il est en fait très proche de la ligne économique de Marine Le Pen. Hein. Là où il s'arrête à un moment donné, c'est quand il dit que le responsable de tout ce processus impérial, antisocial, profondément destructeur, il met systématiquement tout sur le dos de l'Allemagne. Donc l'euro est devenu une machine à détruire les économies françaises et autres. Ce qui donne à l'Allemagne ce surcroît de puissance et ce qui est en train, je dirais, de faire de l'Europe, qui était une communauté de nations égales, un système hiérarchique, avec en haut une Allemagne dominante, son brillant second la France qui essaye de ne pas faire de vagues, et puis en bas, la nation martyre qui est la Grèce. Ce qui est assez bizarre, et en disant en gros que tout ça amène à Hitler. Alors dans sa manière de présenter les choses de manière un peu floue, il nous ferait penser que finalement le processus impérial qu'on subit en ce moment serait de l'hitlérisme. Mais la vérité, c'est que c'est la situation, je veux dire, de tous les peuples européens. Et avec la même catastrophe, je veux dire, vers laquelle on va, puisqu'en plus, on n'est pas du tout dans un truc économique rationnel. On est dans quelque chose qui relève de la folie collective, puisqu'on sait que tous ces plans d'austérité, de rigueur, ne vont faire qu'aggraver la crise et aggraver le problème du service de la dette. Donc on est dans les années 30. Or, historiquement, je dis que là, c'est la limite de l'honnêteté de Todd. Todd ment parce qu'il suffit d'avoir lu Eustache Mullins, il suffit d'avoir lu Ezra Pound, il suffit de s'être intéressé à la question de l'entre-deux-guerres pour savoir que Hitler est arrivé au pouvoir justement
parce qu'il s'est opposé à ce processus mondialiste qui existait déjà à l'époque, et qui avait réduit l'Allemagne à la situation de la Grèce actuelle. Et qu'en réalité, ce processus mondialiste et impérial a amené Hitler, mais pas comme aboutissement d'une logique, a amené Hitler parce que Hitler s'est opposé radicalement et violemment à ce projet, effectivement, à cause de la folie et de la bêtise mondialiste, nous avons eu Hitler. Et ça, c'est Todd qui saute des médiations et qui fait un peu l'idiot, parce que quand on dit Hitler, c'est comme quand on dit juif, là, à un moment donné, tous les fils se touchent. Hein, et puis quand on dit juif et Hitler de la bonne manière, on peut continuer à aller chez Tadi, voyez. Mais donc là, je reprendrai Todd pour dire que Todd, il n'est pas mauvais, mais Hitler n'est jamais que le type qui, à un moment donné, a émergé dans la Grèce de l'époque à cause de la destruction de l'Allemagne, qui est exactement le même processus de la destruction de la Grèce aujourd'hui, et donc on peut montrer les mêmes du doigt, et au sommet de la pyramide de la domination, il n'y a pas l'Allemagne. L'Allemagne joue sa carte dans ce jeu-là, mais c'est un jeu qui lui a imposé, et qu'elle peut jouer parce qu'elle a des qualités intrinsèques qui sont liées au capitalisme rénan. Mais elle n'a pas instillé ce processus mondialiste qui est fondé sur la haute finance spéculative et la création de fausses monnaies et la logique de la dette. La logique de la dette n'est pas la logique allemande. La logique allemande est une logique de capitalisme industriel productif de valeur ajoutée. Ce n'est pas un capitalisme comprador de manipulateurs financiers. Et là, il ne faut pas lire Max Weber, il faut lire Sombart, hein, pour comprendre. Et là, Todd fait l'imbécile. Hein. Il fait l'imbécile parce qu'il montre bien, effectivement, l'Allemagne pour cacher Wall Street. Hein. Et à Wall Street, ce n'est pas des Allemands. Hein. Alors que peut-être, à un moment donné, je ne sais pas si Todd fait ça, parce qu'il sait très bien que s'il va au-delà, un peu plus loin dans son analyse, il me rejoint, mais il me rejoint aussi sur le banc des maudits, et qui passera plus à la télé, et puis qu'il est aussi universitaire, etc. Hein. Ou alors, s'il n'arrive pas à le faire, parce que là, c'est pour des questions, je dirais, d'idiosyncrasie familiale, parce qu'il se rappelle qu'il a un grand-père qui était rabbin à Bordeaux. Je ne sais pas, voilà. Mais moi, j'aime bien accompagner Todd quand il fait une critique de qualité, mais là, comme je fais avec Ramadan, Anab et avec les autres, je dis, Todd, tu mens 2 fois, parce que le sommet de la logique du processus mondialiste n'amène pas à Hitler comme logique finale, il amène à Hitler comme catastrophe, mais comme catastrophe épiphénoménale, comme catastrophe en réaction. Hein, voilà. Et au sommet de ce processus mondialiste à laquelle l'Union européenne participe et appartient, et dont en ce moment l'Allemagne essaie de tirer son épingle du jeu, mais ce n'est pas elle qui a instauré la dynamique, elle n'est pas au cœur du dispositif. Au cœur de ce dispositif et de cette dynamique, il y a Wall Street, c'est-à-dire la City et Wall Street, c'est-à-dire non pas le capitalisme entrepreneurial, industriel, productif de valeur ajoutée qu'incarne le capitalisme rénan allemand, mais bien le capitalisme comprador hautement spéculatif, financier, basé sur l'argent-dette et la fausse monnaie et l'usure au sens le plus radical du terme, qui est cette logique anglo-américaine City de Wall Street et qui ne touche pas la communauté allemande. Hein. Voilà. Donc, Todd, c'est bien, tu peux encore un peu enfumer ceux qui ne sont pas tout à fait au niveau, mais moi, je fais le même boulot qu'avec Michéa. Comme on m'a dit récemment, on m'a dit Michéa, il vise bien, mais il tire pas. Oui, c'est vrai, à un moment donné, il faut viser, puis il faut tirer. Et puis Todd, il vise bien, sauf qu'à un moment donné, il faut viser dans une certaine direction, là, d'un seul coup, hop, la trajectoire dévie. Donc moi, mon boulot, c'est de vous ramener dans le droit chemin. Allez jusqu'au bout de votre analyse, jusqu'au bout de la logique. Pour ça, il y a 2 choses. Il y a la morale et le logos. La logique jusqu'au bout et la saine morale universaliste. Cette logique et cette morale vous obligent, si vous ne voulez pas trahir votre propre démarche, c'est-à-dire être des clairs traîtres, à aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, il n'y a pas l'Allemagne et il n'y a pas Hitler. Hein. D'accord ? Voilà. Donc attention à la prochaine fois. Oui, alors, pour élargir effectivement sur le sujet, on voit bien que la lutte des classes est toujours aussi vivante qu'avant. On nous avait vendu la fin de la lutte des classes avec la fin de l'histoire, le déconstructionnisme, enfin tout le monde y était allé un peu de sa petite touche qui correspond à l'effondrement de l'URSS, etc. C'est pas parce que le socialisme réel s'est effondré qu'il a aboli l'analyse de classe très pertinente qu'a fait Karl Marx. Hein. On voit très bien que la lutte des classes est plus vivace que jamais, puisque la violence sociale est plus vivante que jamais, les richesses sont plus que jamais mal partagées, comme l'explique très bien Todd, et comme s'en réjouit profondément pour des raisons confessionnelles Monsieur Attali. Hein. Mais il faut aujourd'hui réactualiser la lutte des classes. On voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une lutte des classes mondiale entre des prédateurs nomades et des sédentaires productifs.
Et nous sommes bien dans un combat de sédentaires productifs contre nomades prédateurs. Et il faut bien comprendre que pour être productif, en réalité, si on comprend bien ce que c'est que la logique de la production selon les critères marxistes, il faut être sédentaire. Pour produire, il faut être enraciné. Le nomade ne produit rien. Il produit de l'échange, il peut produire de la manipulation, il peut produire de la dynamique, à la limite, mais il ne peut pas produire. Pour produire, il faut être fixé. Voilà. On ne produit pas ni des pommes de terre, ni des voitures en prenant des avions, comme M. Attali, ou même d'ailleurs comme M. Ramadan. Et nous sommes bien dans une logique, là, aujourd'hui, de ce qu'on appelle finalement le pouvoir de la communauté internationale, qui sont les gens qui appartiennent à la communauté de ceux qui existent à l'international, c'est-à-dire les déracinés cosmopolites du haut, c'est-à-dire l'hyperclasse. Et eux sont intrinsèquement les bénéficiaires de la lutte des classes, ceux finalement qui instillent aujourd'hui l'oppression de classe, et qui sont finalement les gagnants de la lutte des classes, et les perdants de la lutte des classes sont tous les enracinés du monde entier, c'est-à-dire tous les sédentaires du monde entier, qu'ils soient d'ailleurs du tiers-monde, de France, etc. C'est-à-dire les producteurs. Et il faut bien rappeler que pour être producteur, il faut être enraciné, et que finalement le statut du nomade, ce qui explique peut-être la vision du monde de Bernard-Henri Lévy, le nomade est intrinsèquement un parasite. Intrinsèquement un parasite, au sens marxiste du terme, c'est-à-dire c'est un non productif. Il peut être au mieux intermédiaire. Intermédiaire entre le producteur et le consommateur, il touche sa commission et à un moment donné il prend le pouvoir. C'est la prise du pouvoir de la classe intermédiaire des marchands, issus des laboratoires, que j'explique très bien dans Comprendre l'Empire, et qui fait qu'à un moment donné, ceux qui ont le pouvoir sur le monde, finalement n'appartiennent à aucune des trois catégories du tripartisme traditionnel. C'est pour ça qu'ils mènent le monde au chaos, et qu'ils sont totalement illégitimes d'un point de vue anthropologique. Là, j'emploie des concepts qui dépassent un peu les capacités d'Emmanuel Todd, mais c'est pas grave, il peut essayer d'y accéder, ou de Michel Onfray. Il faut qu'il travaille encore un peu. Voilà. Et aujourd'hui, la lutte des classes, elle est celle-là. C'est la lutte des classes au niveau mondial, des prédateurs nomades, qu'on peut appeler aussi cosmopolites, contre les producteurs sédentaires. Et en général, il y a une solidarité universaliste des producteurs sédentaires contre une solidarité de ce tout petit nombre de prédateurs nomades qu'on appelle aujourd'hui la mentalité cosmopolite, qu'on appelle la communauté internationale. C'est-à-dire quand on dit la réaction de la communauté internationale, les intérêts de la communauté internationale, il faut le prendre au sens littéral du terme. Quelle est la communauté internationale ? Quelle est la communauté qui incarne l'international ? Quelle est la communauté qui est présente, elle et elle seule, à l'international, c'est-à-dire présente dans tous les pays, et qui est systématiquement, non pas du côté des producteurs, mais au niveau de la superstructure, c'est-à-dire, on va le dire, des exploitants, des parasites, ou peut-être au mieux des dynamiseurs d'économie, quand on peut leur trouver à la marge un intérêt sur le plan de la production. Et ça, c'est la lutte des classes actuelles. Elle explique tout ce qui se passe en ce moment. Elle explique tous les positionnements. Elle explique tous les choix politiques. Elle explique tous les mensonges, notamment celui par exemple, d'un Mélenchon, qui est dans une contradiction radicale par rapport à cette vraie lecture de classe, puisque lui prétend défendre le peuple productif. Et pourquoi normalement un immigrationniste, qui est un type qui fait l'apologie du nomadisme, est forcément un traître et un ennemi des producteurs. Il n'y a de producteurs que le sédentaire, il faut bien le comprendre. Et le nomadisme amène naturellement au parasitisme. Ça peut être le parasitisme violent, des prédateurs nomades de type comme les Huns, comme certaines hordes somaliennes aujourd'hui, on voit très bien. Et puis derrière, il y a l'éternel producteur enraciné qui a fait que la société humaine a muté à un moment donné, du chasseur-cueilleur à l'agriculteur, c'est le début de la sédentarisation, et du vrai producteur, avec le début de l'artisanat, etc., etc. Et éternellement, quand on est de gauche, sinon on n'est pas de gauche, on doit être du côté du sédentaire producteur, contre son ennemi historique, héréditaire et actuel, qui est le nomade parasite exploiteur. Et comme par hasard, dans cette catégorie-là, on trouve Bernard-Henri Lévy, Attali, Minck, à la marge Tariq Ramadan, c'est un accompagnateur, voilà. Et on a bien cette lutte des classes qui nous est imposée par le mondialisme et qui est validée par le mondialisme et qui explique actuellement ce combat mondialiste pour ou contre l'Empire. Voilà. Les larmes de Vladimir Poutine venaient-elles de l'émotion ou bien n'était-ce que l'effet du vent sur Moscou, comme il l'a dit lui-même ? Quoi qu'il en soit, le nouveau président russe élu dès le premier tour a légitimé son succès dans les urnes.
Nous avons gagné un combat ouvert et honnête. Nous avons montré que personne ne peut rien nous imposer. Personne. Et comme pour appuyer sa victoire, faire taire toute contestation, plus de 100 000 partisans de l'homme fort de Russie étaient venus partager le moment face au Kremlin. Je fais juste partie des milliers de personnes qui sont venues d'eux-mêmes pour célébrer le choix d'un avenir stable pour notre pays. Nous votons tous pour notre président Poutine. Voilà, Poutine a été élu par les sédentaires producteurs, vous voyez, et qui le détestent, hein, les prédateurs nomades, hein, qui lui ont mis dans la gueule, notamment, il y a un truc très symbolique, l'ancien champion d'échecs, Kasparov, qui est typiquement un type de l'hyperclasse, un type un bénéficiaire de la mondialisation et un homme mondial, ce qui d'ailleurs n'empêche pas que ce soit un homme très intelligent, il a la haine de Poutine, alors que Poutine défend par excellence, et c'est pour ça qu'il est légitime et qu'il a été réélu au premier tour avec 62-63% des voix, parce qu'il défend le sédentaire producteur russe, et que c'est parfaitement identifié par les Russes. Et que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, qui à mon avis les impératifs de la réelle politique, il faut bien qu'il s'appuie sur quelque chose pour avoir le pouvoir, il s'appuie sur l'armée et sur l'appareil de production. Donc il contrôle effectivement, par sa domination du militaire et du policier, l'oligarchie productive russe, à condition qu'en dernière instance, elle rapporte à la Russie. Donc sa position est une position assez saine, qui rejoint un peu la position maoïste de Mao, du Mao des années 50, pas de la révolution culturelle d'avant. Elle est totalement défendable en tant que marxiste, la position comment dirais-je, de Poutine. Et je pense d'ailleurs qu'un type comme Douguin dit exactement ce que je dis avec d'autres outils eurasiatiques, des outils un peu légèrement différents, pris à la tradition. Il dit exactement la même chose pour ce qui est de légitimer Poutine comme chef d'État légitime et en dernière instance bon pour son peuple. Hein. Et le peuple, c'est toujours les sédentaires producteurs. Hein. C'est pas ceux qui font que passer, c'est pas les nomades et les nomades parasites. Donc les nomades parasites qui ont manipulé les révolutions colorées, dont un des archétypes est Soros. Soros, nomade parasite typique, qui dans un monde traditionnel n'aurait pas le droit d'exister, serait en prison. Hein. Dans la monarchie française de nos rois très catholiques, il serait dans une fillette. Hein. Il aurait été chassé par Saint-Louis, il faut bien comprendre. Mais lui, je comprends qu'il déteste Poutine, parce que Poutine, remettant en place au cœur de la Russie l'intérêt du sédentaire producteur, hein, c'est-à-dire du russe qui travaille, effectivement, il agace et il gêne au niveau du business et au niveau de la domination un Soros qui est un nomade parasite. Donc la bande à Soros se venge, en instrumentalisant les étudiants idiots, en mettant de l'argent, comme le font les Qataris en banlieue aujourd'hui, sur un autre critère. Soros le fait sur les droits de l'homme et la société ouverte, en s'appuyant sur les travaux de cette philosophe anglais qui vient des maths et de la logique. Donc c'est toujours les plus nuls, hein. C'est pas Wittgenstein, c'est l'autre, c'est Carnap, je sais pas quoi. Enfin, lui s'appuie sur les droits de l'homme et la société ouverte. Société ouverte veut dire nomadisme. Hein. Et l'autre s'appuie sur le soi-disant wahhabo-salafisme, enfin, quand c'est les Qataris. Mais c'est toujours ça, de toute façon, pour nuire à ceux qui défendent les intérêts des sédentaires producteurs. Il ne faut pas oublier que cet islam, contre lequel je lutte moi, est un islam mondialiste, qui en dernière instance est aussi la vision dominatrice de gens qui sont des impériaux au-dessus des sédentaires producteurs, c'est-à-dire antinationaux, transnationaux, et qui ne se posent pas la question de l'intérêt de la production. Hein, voilà, c'est parce que dès qu'on se pose la question de l'intérêt du producteur, notamment du producteur français musulman, on se retrouve avec Fils de France et Kamel Béchik. On ne se retrouve pas avec Ramadan. C'est assez facile à démontrer de façon pratique au niveau de la vie quotidienne, hein, au niveau des acquis sociaux, au niveau de la relation à l'autre. Voilà, je le dis bien, au niveau de la vie quotidienne. Hein, voilà, c'est ce qui est bon pour les gens, les petites gens, au niveau de leur vie quotidienne. Le reste, c'est de l'enfumage, que ce soit l'enfumage conceptuel de BHL, l'enfumage conceptuel de Ramadan, ou l'enfumage conceptuel de Soros, ou même un certain enfumage soi-disant théologico-islamique qu'on ira chercher chez le supérieur hiérarchique de Ramadan, qui, je vous signale, est le prêcheur numéro 1 de Al Jazeera, c'est lui qui a décrété la fatwa, qui a permis la mise à mort de Kadhafi, en criant Allah Akbar. Kadhafi, qui était, lui, le grand protecteur des sédentaires producteurs d'Afrique. Hein, voilà. Donc tout ça est totalement cohérent et incontournable. Et pour ça, aujourd'hui, pour me contrer, il faut en arriver pratiquement
à faire tuer des petits-enfants à la sortie des écoles pour me faire fermer ma gueule, parce que j'ai tellement raison que je vois plus d'autres moyens. Voilà.